Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle Ufologie Dynamique. Voilà, aujourd'hui une nouvelle UAPI News et pas des moindres parce qu'il s'agit en fait d'informations toutes récentes qui nous proviennent à la fois des États-Unis et du Canada. Et au passage, je voulais remercier Julie Dupont et Anthony77, qu'on peut qualifier de correspondants ufologie dynamique pour la bonne et simple raison qu'ils sont très actifs sur le Discord. Donc n'hésitez pas vous aussi comme eux à poster des liens, du moins des liens d'information au moins sur le serveur réservé aux pans et médias de façon à avoir constamment de nouvelles news qui arrivent. N'hésitez pas, vérifiez, contrôlez votre news comme eux ils font. Donc voilà, donc merci encore en tout cas pour participer justement à l'activité de l'ufologie dynamique. Voilà, donc on va s'attaquer tout de suite à une nouvelle information. Alors il s'agit en fait d'une information qui nous vient de Newsweek. Et donc apparemment, un témoignage d'OVNI est activement bloqué par le gouvernement, disent les législateurs. Alors, c'est une news très récente qui date du 6 septembre. Donc, nous sommes le 7 septembre à l'enregistrement, donc ça date d'hier. Et donc, le Congrès est activement entravé apparemment dans ses efforts pour obtenir des pouvoirs supplémentaires. Alors, des pouvoirs supplémentaires, c'est-à-dire au point de vue législatif, c'est-à-dire des pouvoirs qui permettent en fait d'avoir accès aux enquêtes. Et donc apparemment, il serait bloqué. Donc, le 26 juillet, le comité de surveillance de la Chambre des représentants a tenu une séance au cours duquel, on avait vu David Grosch, un vétéran de l'armée, donc avait bien sûr lancé une alerte concernant en fait apparemment la récupération, la rétro-ingénierie, le fait que l'on cache en fait des éléments concernant les phénomènes aériens non conventionnels depuis de très très longues décennies. Voilà, donc un groupe bipartite de législateurs exhorte le président donc de la Chambre, Kevin McCarthy, à créer un comité restreint ayant de pouvoir assigner des témoins. C'est-à-dire la création d'un comité restreint, ça permet, une fois qu'il est créé, effectivement d'assigner des témoins au Congrès. Donc cela pourra également aider à acquérir un centre d'information compartimenté sensible. Alors là, c'est plutôt un centre d'information compartimenté sensible, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas où il y a des données qui ne sont pas accès au public, en fait, qui ne sont pas données au public. Voilà. Donc tout simplement, c'est des données sensibles. Ça concerne en particulièrement la sécurité nationale. Donc là où justement Grosch sera en mesure de partager des informations sensibles. Donc apparemment, les représentants Anna Paulina, Jaren Moskowitz et Tim Burchett, qui dirigent un comité restreint, ont discuté des difficultés auxquelles ils sont confrontés lors d'un événement justement organisé. Alors, l'UNA a affirmé que les efforts visant à obtenir de Grosch l'habilitation de sécurité nécessaire pour discuter des documents classifiés étaient activement bloqués. Alors, si vous vous rappelez, lors de ma news, justement, lorsque j'avais parlé justement de ces allégations au Congrès et puis de ces témoignages au Congrès, que je trouvais qu'il y avait une contradiction dans le fait que David Grosch, à chaque fois en fait qui disait qu'il fallait une habilitation spécifique, je vous avais expliqué, si vous regardez la vidéo concernant les États-Unis, je vous avais expliqué justement cette contradiction ou comment un politique peut avoir justement les habilitations nécessaires, puisque aucun politique n'a les habilitations nécessaires pour avoir accès aux documents. Et à chaque fois que David Grosch disait quelque chose, il disait non, je ne peux pas le dire parce qu'il faut des habilitations spécifiques, faut que ça soit en comité restreint, compartimenté, etc. Et donc c'était pas possible. Donc du coup, je me disais, mais on va jamais rien savoir en fin de compte, parce que tout simplement, je vois pas comment des politiques peuvent obtenir des habilitations. Alors justement, donc elle a affirmé donc que apparemment c'était activement bloqué pour qu'ils puissent en fait avoir les habilitations. Burchett a déclaré, cela crée simplement de plus en plus la théorie du complot. Ben oui, obligatoirement. Si vous refusez l'accès, d'ailleurs il y a eu un accès refusé sur base militaire de représentants du Congrès, on leur a dit partez, voilà tout simplement, vous n'avez pas accès à ce bureau-là, veuillez partir parce que vous n'avez pas en fait les habilitations nécessaires. Donc c'est arrivé.
Et donc, automatiquement, ça va créer une théorie du complot. Mais oui, logique. Parce que apparemment, bon là, Burchett il y va cash, il dit que le gouvernement fédéral est arrogant et si gonflé, ils vont tout simplement manquer de temps. En fait, tout simplement, c'est que ce qui va se passer, c'est que déjà, vous avez créé une théorie du complot. Bon, c'est-à-dire qu'on va dire, ouais, ok, vous donnez pas accès aux informations, donc c'est qu'on nous cache quelque chose. Donc voilà, vous complotez. Voilà, vous complotez. Donc, vous allez augmenter la méfiance et encore, comme je disais, la défiance vis-à-vis du gouvernement américain et forcément du Pentagone, etc., de l'Air Force, de la Marine, etc. Donc, selon Burchett, ils vont tout simplement manquer de temps. Bah oui, en fait, c'est fait exprès. C'est-à-dire que le but, c'est de faire perdre du temps, tout simplement. Mais ça peut aller plus loin, il faut faire très attention à ça, parce qu'on l'a vu au sein du Congrès, lors des allégations, lors des témoignages au 26 juillet 2023, on avait vu justement que il y avait des lois spécifiques. Hein. Attention, il y a des lois spécifiques qui peuvent contraindre par des moyens économiques, des moyens financiers, contraindre justement les services de renseignement, le Pentagone, etc., à donner des éléments. Parce que, attention, ça peut aller très très loin. On parle aussi de financement, hein, je l'avais déjà dit, financement du renseignement, financement sur la recherche militaire, etc. Il faut faire très attention à ça parce que on peut activer certaines lois et ça peut obliger, c'est juste un manque de temps parce qu'en fait, ils vont être à un moment obligés de divulguer. Et donc, s'ils ne divulguent pas, ouvertement, ils vont être obligés de donner des habilitations, d'accorder des habilitations pour pouvoir avoir accès aux documents. Voilà, tout simplement. Après, la problématique, c'est justement, c'est bien d'avoir accès aux documents, mais est-ce qu'ils seront rendus publics? Parce que si ce sont des habilitations avec des compartiments bien spécifiques, ce qu'on appelle des silos, hein, des silos de sûreté, le problème, c'est que même si les politiques, là, le comité restreint a accès aux documents, ils ne pourront pas les rendre publics. Ils ne pourront pas les déclassifier. Ça serait impossible. Donc, eux, ils veulent effectivement des éléments, ils ont raison. Mais est-ce que nous, on aura des éléments en tant que public? Là, j'ai un doute. Donc, lors de la comparution devant le Congrès, l'ancien officier du renseignement a affirmé que le gouvernement américain menait un programme donc sur plusieurs décennies. Donc ça, on l'a vu. Cependant, un porte-parole du Pentagone a nié avoir trouvé toute information véritable pour étayer les informations selon laquelle des programmes concernant la possession ou l'ingénierie inverse de matériaux extraterrestres ont existé dans le passé ou existent actuellement. En juin, donc, David Grush avait déclaré, voilà, etc., etc. Il a déclaré qu'il s'agit de véhicules techniques de récupération. Donc, cependant, Kirkpatrick, chef du bureau de résolution donc de la HARO, a récemment créé par le Pentagone pour enregistrer les PAN, a affirmé que l'agence n'avait aucune preuve de vie extraterrestre lors d'une comparution devant une comité en avril. Il a commenté: je dois également déclarer clairement que dans nos recherches, la HARO n'a trouvé jusqu'à présent aucune preuve crédible des activités extraterrestres, d'une technologie hors du monde et d'objets qui défient les lois connues de la physique. Ah bon? Alors là, c'est complètement bête. En fait, ces déclarations de Kirkpatrick, c'est vrai, avaient été complètement un peu idiotes pour la bonne et simple raison qu'elles contredisent même les vidéos qu'il y a même sur le site de la HARO, qui confirment tout simplement qu'il y a quand même des choses qui me semblent défier les lois connues de la physique. Et selon les témoignages de pilotes civils et militaires, là encore même tout récemment, il y a encore des objets qui défient les lois de la physique. Donc, va falloir qu'ils nous expliquent. Donc, alors, voilà. Donc, apparemment, si on reprend donc cette petite news de Newsweek, apparemment, il y a effectivement, il y a des éléments comme quoi ils n'arrivent pas à avoir les habilitations, donc pour avoir accès aux documents, et donc les habilitations sont bloquées. Donc, alors après, comment ils vont les obtenir, je ne sais pas. Est-ce qu'ils peuvent les obtenir par d'autres moyens, des habilitations de sécurité?
Alors le problème, c'est que pour l'instant, David Grosh ne peut pas dire, même en comité restreint, ne peut pas dire en comité restreint aux membres du Congrès, au comité restreint, certaines de ces, ne peut pas confirmer ces allégations avec des preuves pour la bonne et simple raison, et donner des noms pour la bonne et simple raison que eux, ils n'ont pas l'habilitation. Donc ça va être compliqué. Pour l'instant, pour l'instant, c'est bloqué. Et je reviens effectivement sur la théorie du complot, comme quoi effectivement ça va alimenter la théorie du complot, mais c'est une évidence. En plus, la méfiance qu'il va y avoir vis-à-vis justement du gouvernement et du Pentagone, ça va s'amplifier. Donc effectivement, il y a un problème démocratique, ainsi concerne justement la transmission de l'information déjà vers des membres politiques, des membres éminents du Congrès, mais en plus il y a aussi un problème démocratique qui va dans le sens du public, où en fait le public veut le citoyen, le contribuable américain qui paye les services, aimerait bien avoir un peu plus d'éléments sur la question, ce qui est entièrement normal. Donc voilà pour cette dernière information, donc qui nous vient bien sûr des États-Unis. Allez, on repart sur les États-Unis avec un tout dernier article, et pas des moindres. Il s'agit du Washington Post, du très sérieux Washington Post. Alors aux États-Unis, alors c'est un Google, c'est un Google Translate que j'ai fait. Donc aux États-Unis, alors il y a donc la plupart des documents sur les ovnis sont classifiés. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Alors c'est une critique. C'est une critique très juste, c'est un très bon article d'ailleurs. Alors c'est à noter, pour le Washington Post, c'est un très bon article sur les phénomènes aériens non conventionnels, parce que c'est vrai que le Washington Post a tendance un peu à traiter, on l'avait vu en plus dans d'autres vidéos, si vous regardez mes autres vidéos concernant les news, on avait vu quand même qu'il y avait quand même pas mal de railleries, de critiques vis-à-vis en fait de l'ensemble de ces éléments, etc. Et même des critiques un peu à l'encontre des lanceurs d'alerte. Donc voilà. Alors donc aux États-Unis, donc la plupart des documents sur les ovnis sont classifiés. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Voici le titre. Donc Rio de Janeiro. Alors en fait c'est fixé sur le Brésil. En fait ils prennent l'exemple du Brésil, c'est-à-dire quand on parle de relations démocratiques entre ufologie et puis société, là il y a une véritable, justement ils citent en exemple le Brésil. Donc tout dans la soirée de 54, un avion brésilien avait repéré un objet non identifié de forte luminosité qui n'apparaissait pas sur le radar. Des décennies plus tard, une communauté fluviale de la jungle amazonienne du Nord a été visitée à plusieurs reprises par des orbes lumineux qui éclairent les habitants. En 86, plus de 20 phénomènes aériens non identifiés ont illuminé le ciel des États les plus peuplés du Brésil, envoyant l'armée de l'air brésilienne à leur poursuite. Les histoires ne sont pas des délires d'un passionné d'OVNI, il s'agit d'évaluations officielles de pilotes. Alors ça, c'est vraiment, l'article est vraiment très bon et est bien présenté. Il s'agit d'évaluations officielles de pilotes et d'officiers militaires brésiliens qui ont souvent eu du mal à mettre des mots sur ce qu'ils avaient vu, et peuvent être trouvés dans les remarquables archives historiques du Brésil sur les visites d'OVNI signalées. C'est vraiment... J'aime bien parce que la manière dont c'est tourné l'article, c'est un peu une critique de la position américaine, les remarquables archives historiques. Alors, on a un catalogue, le catalogue des archives nationales américaines est bien sûr ouvert pour les ovnis. Je l'ai mis d'ailleurs on en parlera prochainement sur une autre news, parce que là il y en a trop, mais j'aime bien parce que la manière dont c'est tourné, remarquable archive historique du Brésil, c'est-à-dire que c'est remarquable qu'on mette en fait à la disposition tout simplement du public et des chercheurs bien sûr les cas signalés. Encore plus extraordinaire, tout cela est du domaine public. vous voyez la manière dont c'est tourné, c'est presque à l'encontre de la Haro, c'est presque à l'encontre d'ailleurs du gouvernement américain, du Pentagone. Et là c'est sur le Washington Post, donc c'est pas c'est pas Crêpe Magazine. Il n'y a pas d'habilitation de sécurité, il n'y a pas d'habilitation de sécurité. J'adore aussi. Et en plus ça rejoint ce que je viens la news d'avant de Newsweek, ça rejoint complètement. Là il note, il n'y a pas d'habilitation de sécurité. Ben non, aucun document fortement expurgé. C'est encore une critique en direction de l'obsession sécuritaire du gouvernement américain, et en particulier du Pentagone et des services de renseignement.
Donc, parce que quand vous avez accès aux documents, on le verra sur une prochaine news à propos d'un procès qui a été gagné en appel par Black Vault. Et là, on verra, j'ai été voir les documents qui ont été déclassifiés. Tout est expurgé, quoi. Enfin, il n'y a rien, et c'est vide, et tout est barré. Là, pas du tout. N'importe qui peut accéder aux fichiers, hein, les rapports militaires, les enregistrements vidéo et audio, les photographies granuleuses non vérifiées, des milliers de personnes l'ont fait. Il est relativement facile d'obtenir ces informations ici, a déclaré Rodolfo Santos, historien à l'Institut fédéral de Minas Gerais, et la variété des disques est bonne et considérable. Le Brésil et les États-Unis sont deux pays aux proportions continentale avec de fréquentes observations d'OVNI et des communautés actives de passionnés d'extraterrestres. Mais comme chacun a-t-il répondu aux questions humaines la plus fondamentale, sommes-nous seuls à être différents? Aux États-Unis, la question des phénomènes aériens non identifiés a souvent été traitée comme un secret gouvernemental. On vient de le voir hein, dans la première news. Jalousement gardé. Entre-temps, au Brésil et dans une grande partie de l'Amérique du Sud, on observe une attitude plus détendue. Ah bah oui, ils sont vraiment détendus parce que tout est accessible à l'égard de l'inexplicable. Ils sont même d'ailleurs plus détendus que le CNES. Alors, même si au CNES, on a quand même des rapports classés D, D1, D2, etc. On a des classeurs. On a des cas catégorisés inexpliqués. Hein. Ça, c'est une preuve démocratique. Mais j'aimerais bien que... la DRM, hein, la direction des renseignements militaires, nous donne tout ce qu'ils ont, parce qu'ils doivent avoir un nombre bien plus important de ce qu'il y a enregistré au sein du CNES en termes de dossiers d'observation, et en plus d'observation militaire. Mais ça, vous ne le saurez pas. Nous aussi, hein, on a aussi l'obsession un peu du secret en France, hein, c'est un peu pareil. Donc on observe une attitude plus détendue à l'égard de l'inexplicable, du droit public, et des limites de l'explication scientifique. Aujourd'hui, alors que les législateurs de Washington réclament la même transparence, alors effectivement, ils réclament la même transparence, dont jouissent d'autres parties du monde depuis des années. C'est vrai, puisque même nous, en France, on est même plus démocratique que les États-Unis, en fin de compte. Les différences culturelles et nationalistes entre la manière dont les pays interprètent le ciel et ce qui est divulgué sont devenues encore plus apparentes. En Amérique du Sud, au moins 4 pays, l'Uruguay, l'Argentine, le Chili et le Pérou, disposent de programmes gouvernementaux. Ça, on l'avait vu par exemple dans une récente information concernant l'Argentine. Hein, on avait vu en fait un service qui donne accès. Alors, c'est un service qui donne accès effectivement aux phénomènes aériens non conventionnels, mais la problématique de cet organisme, c'est qu'il nous donne tout, c'est ce que j'avais dit dans une récente news. Ce qu'il nous donne, ce sont les cas résolus. Donc l'ARO semble aller dans cette direction, ce qui m'inquiète. Parce qu'apparemment, selon l'ARO, sur les dernières déclarations, ce serait que des cas résolus. Mais on n'a pas besoin de cas résolus, il nous faut des cas irrésolus. Pour la bonne et simple raison, il faut donner de la matière aux chercheurs, aux groupements de chercheurs, aux scientifiques, aux chercheurs indépendants, qui soient en fait chercheurs solo ou associations de type MUFON, de type association d'ufologie même française, etc. Il faut nous donner accès aux chercheurs, chercheurs indépendants, un peu ce que je fais moi. Il faut nous donner accès aux cas irrésolus, parce que si vous donnez des cas résolus, je ne vois pas l'intérêt. Vous allez par exemple, si vous allez sur le site du GEPAN, 80% des cas, 90% des cas sont résolus. Bon, c'est bien beau comme modèle, modèle d'explication, etc. Ça peut nous donner une base de données intéressante pour pouvoir comparer effectivement diverses observations. Je suis entièrement d'accord avec ça, sauf que ça ne nous apporte rien d'autre. Ce qu'il nous faut, c'est de l'inexpliqué, c'est du non résolu qui a été enquêté et qu'on puisse en fait faire un travail pouvant corroborer d'autres observations dans le même esprit de territorialité, soit du pays, de la région, du département, etc. Il nous faut des cas irrésolus. Et puis, il nous faut aussi de la matière, parce que les cas résolus, c'est de la matière, mais après, c'est ce que j'appelle de la matière vide. C'est-à-dire que, c'est résolu. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre avec ? Une fois que c'est résolu. Voilà, c'est dans les dossiers. Nous, il nous faut pas ça. Il nous faut des cas véritablement inexpliqués. Et je pense que l'ARO va dans cette direction. Alors, malgré qu'il y ait les vidéos quand même, les fameuses vidéos du Nimitz, etc.,
Je suis d'accord, mais pour l'instant, ils vont apparemment dans le sens que uniquement des cas résolus. Alors, ils considèrent que les cas irrésolus sont partie intégrante de la sécurité nationale. Mais personnellement, hein, nous allons voir dans d'autres news, vous allez voir que ça ne sert strictement à rien de classifier des observations inexpliquées. Ça sert à rien de les classifier tant qu'on ne sait pas en fait avec quoi c'était filmé, avec quoi c'était photographié. Si ça appartient à l'armée, on s'en fout. C'est pas ça qui nous intéresse. Je l'avais dit déjà dans une vidéo. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est uniquement ce qui a été filmé. Après, si ça a été filmé à bord d'un navire de très haute technologie, ça nous intéresse pas. C'est pas ça qui nous intéresse. Ou d'une caméra de très haute technologie à distraction, etc. Ou d'une caméra munie de plusieurs scanners de haute technologie. Ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est voilà, des éléments pouvant prouver en fait qu'il y a quelque chose d'inexpliqué dans ces affaires. Voilà, donc on va continuer. Donc cette news est vraiment très intéressante, hein, franchement. Bravo le Washington Post. Donc l'Argentine et le Chili publient régulièrement des rapports sur l'identification d'objets aériens, et en Uruguay qui transmet des informations sur les ovnis. Alors vous pouvez avoir accès sur Internet, bien sûr. N'hésitez pas à aller sur le Discord. Là, on a mis des observations. Alors, il y a Anthony77 qui a mis un lien avec des milliers d'observations. C'est une base de données générale Internet. Et moi, j'ai mis sur le Discord, vous pourrez aller voir, si vous allez sur le Discord, vous allez en fait directement dans études, dans le étude des anomalies, voilà, étude des pans, et vous allez voir en fait le lien, etc. pour avoir accès aux archives nationales américaines. Et donc on a à peu près 7840 dossiers accessibles. C'est peu, mais c'est déjà pas mal. Et il y a des documents déclassifiés qui n'ont pas trop été expurgés, qui datent d'une certaine époque, qui sont très intéressants, je peux vous le dire. Donc voilà, en tout cas c'est très bon pour le chercheur, pour l'archiviste, etc. Si vous voulez vraiment faire des travaux historiques, etc. C'est très intéressant. Voilà. Donc on reparlait, donc l'Argentine et le Chili publient régulièrement des rapports sur l'identification qui transmet les informations sur les ovnis aux États-Unis depuis les années 70. L'armée dirige des informations sur les ovnis qui transmet les informations sur les ovnis aux États-Unis. Il faut savoir que l'Argentine, le Chili publient régulièrement des rapports sur l'identification, et en Uruguay qui transmet les informations aux États-Unis en plus. En plus, ils ont même en plus les observations sud-américaines. Ça va aller. Donc, depuis les années 70, l'armée dirige la commission de réception et d'enquête sur les plaintes concernant les objets volants non identifiés. Bon, c'est un peu comme nous avec la gendarmerie, au départ, en fait, qui fait le lien avec le service au sein du CNES. Nous partageons l'information avec le public depuis le début, a déclaré le colonel Ariel Sanchez, chef du programme uruguayen. Nous pensons que les gens doivent être informés. Il faut en parler aux officiers qui travaillent à la direction des renseignements militaires, ou à certains membres de la DGSE. C'est un petit message au passage, parce que quand vous lisez nous pensons que les gens doivent être informés, ça serait bien que vous déclassifiez certains documents aussi. Je le dis comme ça. Voilà, c'est juste un message au passage. Peut-être qu'un agent du renseignement entendra cet écho. Selon les chercheurs, la question de savoir si un pays partage cette affirmation dépend souvent de ses intérêts militaires. Les États-Unis, par exemple, ont souvent été moins enclins à s'exprimer et à s'engager publiquement sur la question liée aux ovnis, allant même jusqu'à diffuser des informations erronées dans les années 50. Bah si, c'est clair. De peur erronées. Alors les informations erronées, je me demande si c'est pas non plus de la désinformation. De peur de céder un avantage stratégique à leur adversaire et de mettre en danger leur sécurité nationale. Bah oui, l'obsession de la sécurité nationale, mais c'est une névrose. Chez au sein du gouvernement des États-Unis, c'est névrotique. Les États-Unis ont toujours une tendance à garder le secret, a déclaré Chris Impey, astronome à l'université de l'Arizona. Ce n'est que depuis environ un an qu'il y a eu une pression en faveur de la transparence, mais en toile de fond, le déni catégorique ou le secret. Bah oui, mais de toute façon, ils sont obsédés par le secret. Au Brésil, où un sondage montre que 33% de la population croit à la vie extraterrestre, les ufologues ne sont pas traités comme des cinglés. Alors ça, c'est bien ça. Ça change de la France, ça change des États-Unis. Alors même si les États-Unis a quand même une position un peu plus démocratique,
En France, les ufologues sont encore traités comme des cinglés. Alors, même si aujourd'hui les médias français, suite, depuis l'article de New York Times de 2017, on en a parlé, tout ce qui a changé, les médias, etc. Quand même, au sein de certains pays, et même en Angleterre par exemple, vous êtes encore traité comme un véritable cinglé. Il dirige les magazines et opère par l'intermédiaire d'organisations consonance officielle telles que la Commission brésilienne des ufologues. Mais ça, alors là, c'est la leçon démocratique entre science et société, ufologie et société est parfaite. Commission brésilienne des ufologues. Il y a même une commission. Certains ont obtenu une audience devant le Sénat brésilien. Mais imaginez, vous êtes une association ufologique, mais jamais vous passerez devant le Sénat français. Jamais. C'est tellement opaque. Et de toute façon, vous verrez comme un cinglé. Et puis, de toute façon, je pense que... alors, même s'il y a déjà eu une audience sur les ovnis au Sénat, il y a déjà eu une audience ovnis au Sénat, dont la moitié du public étaient les agents de renseignement. Dixit, ce qu'on m'avait rapporté lors d'un interview que j'avais fait avec une personnalité qui était dans le monde du journalisme. Et en fait, il y avait le pilote Jean-Charles Duboc qui avait dit c'est un vrai... c'est une vraie fourmilière à Barbouze, voilà. Donc, c'est en fait lors de la, il y avait eu en fait une séance au Sénat concernant les ovnis en France. Et en fait, vous aviez pratiquement la moitié, c'était que des gens de la DGSE, des gens de la DRM, direction, l'IHEDN, etc. C'était rempli d'agents. Il y a aussi l'obsession, l'obsession sécuritaire, l'obsession du secret aussi en France. Alors j'imagine, voir ça en France, ça c'est pratiquement jamais. Certains ont obtenu une audience devant le Sénat donc brésilien l'année dernière, ont rencontré certains des chefs militaires. Vous rendez compte? On est un groupe, par exemple, d'ufologues, de chercheurs indépendants, alors tout à fait pragmatiques, je parle pas de ceux qui parlent du Skywalker Ranch et des 15 crash d'OVNI, je parle des gens vraiment sérieux. Imaginez, on demande à des généraux de nous recevoir. Ils vont rire à gorge déployée. Alors, c'est bien beau que des généraux à la retraite et qu'un ancien haut responsable de la DGSE parle des phénomènes aériens non conventionnels à la retraite. C'est très très français, très français, qu'une fois on est à la retraite et qu'on a eu une autre position, qu'on parle de ça. Ah bah oui, en fin de compte, c'est intéressant. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est quand les gens sont actifs. C'est ça qui est intéressant. Mais il y a un manque de courage. Il y a un manque de courage au sein de énormément de renseignements, au sein de la direction des renseignements militaires, de la DRM, etc., au sein des différentes institutions militaires ou des renseignements, il y a un manque de courage énorme. Et puis il y a un manque de courage de la part des politiques. Là, au Brésil, par exemple, nous avons l'exemple des généraux acceptent une discussion avec des ufologues. C'est quand même assez incroyable. Voilà. Donc, la science humaine est très petite pour pouvoir expliquer tous les phénomènes, a déclaré Général Marco, et notre métissage culturel et ethnique a permis aux Brésiliens d'avoir ces curiosités pour le surnaturel. Alors c'est vrai qu'il y a le mystique et le transcendantal qui finit par nous amener à la question de l'ufologie. Tiens, c'est marrant ça, cette approche. L'armée brésilienne a commencé à poser des questions dans les années 50. Donc voilà, le colonel, l'un des officiers les plus respectés de l'époque, s'est présenté devant un large public. La question des disques volants, a-t-il proclamé, est grave et mérite d'être traitée sérieusement. Mais oui, le phénomène mérite d'être traité sérieusement. C'est un problème scientifique. Je vais reprendre les paroles de Guy Monet, astronome, qui disait « Le phénomène est un problème scientifique. Ça doit être un problème scientifique. Il doit donc être traité sérieusement, comme tel. » L'armée n'a pas été en mesure de refuter les photos des journalistes, ni de déterminer la provenance du disque. Alors ça, c'était un cas. Au cours des décennies qui ont suivi, la manière dont l'armée a traité les informations faisant état de l'observation ultérieure est en grande partie fonction de l'engagement hésitant du Brésil en faveur de la transparence. Durant la dictature militaire qui a gouverné le Brésil de 64 à 85, la plupart des informations étaient restreintes, mais ça c'est normal sous dictature. Donc en 2013, l'armée a été inondée de demandes selon les informations de l'époque. Les piles de demandes d'informations concernant les ovnis étaient près de 4 fois supérieures à la deuxième plus importante, celle impliquant la solde des militaires. Alors que la pression montait, un ministre de la Défense a signé une réunion avec des ufologues brésiliens. Un ministre signé avec des ufologues brésiliens.
Écoutez, c'est simple, ufologie dynamique va débarquer donc chez le Premier ministre ou c'est chez le ministre chargé en fait de s'occuper des sciences, etc., des institutions en fait de la science, et va signer un accord de transfert de données en demandant, écoutez, demandez à la DRM qui nous donne en fait tous les dossiers qu'ils ont. Voilà, qui sont plutôt, qui doivent être nettement plus larges que ceux qui sont actuellement enregistrés au CNES. Donc, ça serait un rêve, hein, mais ça sera pas possible. Alors ça, c'est très français, c'est pas possible. C'est pas mieux que les États-Unis parfois. Je le fais à cause d'une demande de l'époque, à la demande de l'époque, se souvient Amorim, aujourd'hui conseiller principal du président Luis Ignacio Lula de Silva. Pour la première fois, des chercheurs et des ufologues ont pu examiner les incidents les plus curieux de l'histoire récente du Brésil. Certaines se sont avérées être des fraudes et ont été facilement expliquées, ça c'est normal. L'une a impliqué la communauté amazonienne de Colares dans l'état de Pará. Dans la seconde moitié de 1977, la communauté étant en proie à la panique, on disait que la rivière de la région avait été envahie par les objets volants. Donc voilà, alors on a les cas de Colares, etc. Alors, on nous parle de cas. Alors, je vous invite forcément, je mettrai le lien dans la vidéo, je vous invite à aller voir l'article. Alors, je regarde les cas, janvier 96, 3 jeunes femmes. Alors, il y a beaucoup de cas. Voilà, pendant des années, mais maintenant, des gens voient des histoires complètement différentes. A été déclaré, je me sens et je suis content. Alors, voilà ça pour la fin de l'article. En fait, là, on finit en fait par des articles, en fait, tout simplement de cas, de cas avérés au Brésil. Et en fait, comme le dit en fait une témoin, les gens voient mon histoire complètement différemment, a-t-elle déclaré. Je me sens réalisé, je suis content. Voilà tout simplement. Des gens en disaient par exemple par rapport à ce cas qu'elle était folle, une menteuse et même qu'elle était démoniaque. Ça c'est par rapport à leur croyance au Brésil. Et suite à cet élan démocratique vers le public, on vous prend au sérieux. C'est ça le véritable engagement démocratique entre ufologie, société et sciences société. C'est qu'en fait, tout simplement, qu'on puisse démocratiser cette parole et que l'objet devienne un objet scientifique, un objet sérieux, de façon à ce que les gens se sentent réalisés dans leur observation et qu'ils puissent la décrire. Et même si cette observation, on arrive à trouver en fait tout simplement la solution, comme quoi c'est quelque chose de tout à fait non conventionnel, il s'agit tout de même d'un élan démocratique, d'apaiser justement le questionnement de la société sur cette question, son questionnement, ça c'est normal, c'est un questionnement légitime. Et c'est un questionnement à la fois légitime qu'un témoin puisse avoir des éléments de réponse. Ça paraît logique. Donc voilà pour cet article. Alors forcément, je vous invite à le lire et à le relire. Véritablement, c'est un très très bon article du Washington Post avec une critique en même temps au départ, une critique quelque part entre les lignes de l'attitude du gouvernement américain. Sur la question, voilà, allez, on passe à une autre news. Et là, c'est une news vraiment intéressante, mais alors, pareil. Alors, c'est encore une nouvelle initiative. Alors là, cette fois-ci, c'est pas une fondation, comme on a vu la fondation Sol, etc. C'est une nouvelle initiative qui, en fait, mêle le politique et le citoyen. Donc, ça s'appelle declassifyuip.org. Donc, c'est quelqu'un qui est membre de la SCU. Donc, on a parlé de la SCU, l'organisme que je soutiens à 100% aux États-Unis. Donc, il est temps pour le gouvernement américain de mettre au clair les propos sur la question. Donc, le gouvernement américain a finalement reconnu les phénomènes anormaux non identifiés, également connus sous le nom du UAP. Donc, c'est vrai, ça a été reconnu. Donc la plupart des pans signalés représentent probablement des objets physiques, étant donné la majorité d'entre eux ont été enregistrés via plusieurs capteurs, notamment le radar infrarouge, électro-optique, les chercheurs d'armes et observations visuelles. Donc ça, c'était l'évaluation préliminaire des phénomènes aériens non conventionnels, et le groupe UAPTF du ministère de la Défense, ça datait du 25 juin 2021. Donc effectivement, il a reconnu à travers cette documentation, il a reconnu tout simplement qu'il y avait quelque chose forcément donc de fondé. Voilà.
Mais voilà, voici cette nouvelle initiative et moi je trouve véritablement absolument génial. Ce site permet aux citoyens euh, de, euh, de mettre en fait une pression, mais aussi d'informer en fait une personnalité politique, que ça soit un membre du Congrès, un membre du Sénat, un élu, voilà, faire pression sur ces élus. Faire savoir au Congrès et au président que vous soutenez la déclassification de l'UIP. Le peuple américain mérite la vérité et peut la gérer. Ben, bien sûr. De toute façon, on est capable de gérer de toute façon aujourd'hui. Et c'est pareil pour la France. Aujourd'hui, on est capable tout à fait de gérer ce type d'informations. Et donc, la preuve, on a des phénomènes inexpliqués classés D sur le site du GIPAN, et voilà, ça n'a effrayé personne, ça reste déclassifié, voilà, il y a peut-être quelques photos authentiques, etc. Et voilà, tout le monde est prêt à recevoir au moins le fait d'accepter que c'est réel, voilà, tout simplement. Bon, alors, voilà un peu comment ça se présente. Alors, comment faire partie du mouvement? Visitez notre centre d'action en moins de 30 secondes. Dites à vos représentants de soutenir la transparence et la déclassification des UAP du gouvernement. Donc, inscrivez-vous pour recevoir les mises à jour par courrier électronique donc du site. Donc, comment que ça se passe? Vous cliquez en fait tout simplement sur Action Center, et donc vous contactez des membres en fait de la majorité, donc président, vice-président, sénateur. Vous avez aussi les représentants. Donc vous pouvez contacter directement en vous demandant en tant que citoyen, en mettant en fait votre nom, prénom, adresse mail, etc. Et même votre téléphone, etc. Ce courrier, donc, qui en fait, on va essayer de le traduire parce que c'est vrai que je n'avais pas traduire. Je vais voir si c'est possible de le traduire. Sinon, si c'est pas possible, tant pis, c'est pas grave. Non, bah, on peut pas le traduire. Donc, ouais, c'est vrai qu'on peut pas le traduire. Dommage. Donc, en fait, ouais, ça on peut pas le traduire. Dommage. Ah ouais, c'est dommage. Ouais. Ouais, dommage. Donc pour revenir en fait tout simplement à ce site, vous pouvez directement donc ce qui est vraiment un élan aussi démocratique, c'est-à-dire que c'est vraiment alors c'est quelque chose qui va dans le sens de la SCU, c'est vrai. Moi je trouve que ça va dans le sens de cette organisation parce que elle se présente aussi comme le lien entre le politique et le citoyen. Et je trouve justement que c'est extrêmement intéressant de façon à en fait mobiliser tout simplement les politiques, ceux qui sont élus pour pouvoir faire pression pour la déclassification. Donc ça met une pression supplémentaire. Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait on engage quelque part le citoyen à cette déclassification et puis à obtenir des éléments de réponse. Et d'ailleurs, je trouve ça de toute façon très justifié. Justifié, pourquoi? Parce que à la fois c'est démocratique et en même temps, à la fois le citoyen paye pour justement avoir cette déclassification. Voilà donc pour ce site véritablement, véritablement intéressant. Donc je vous conseille d'aller voir. Je mettrai le lien de toute façon. Alors forcément, ça ne nous concerne pas parce que nous ne sommes pas citoyens américains. Mais je me dis que si on avait un site français comme ça, aussi bien fait, et puis qu'on puisse mobiliser nos députés, nos sénateurs sur la question, et on l'a vu sur le site, on mobilise même le président, même la Chambre des représentants, etc. On mobilise l'ensemble des personnes. Si on pouvait faire ça en France avec le Sénat et la Chambre des députés, etc., le Parlement, ce serait génial. En fait, mobiliser son député, dire on aimerait avoir plus d'informations. Pourquoi? Parce qu'on considère par exemple qu'il y a trop peu d'informations sur le GIPAN. Et on voudrait la déclassification de documents militaires français sur la question, sachant qu'il y en a un certain nombre. En plus, ils ont pas mal d'éléments. Voilà, donc il y a des journalistes à une certaine époque qui avaient essayé de rechercher certaines informations. Ils n'ont pas pu avoir accès à ces informations.
La seule vraiment association qui avait réussi à faire ça, c'est, si vous voyez ma vidéo sur le magazine Phénoména, c'était l'association SOS OVNI, qui avait en fait fait déclassifier, par rapport à une loi sur la déclassification, fait sortir des documents en fait de la direction de la DRM, donc direction des renseignements militaires, et donc c'est vrai que ils ont pu avoir des documents, mais il a fallu en fait complètement poursuivre directement avec un avocat. Donc tout ça, ça coûte cher. Donc pour éviter de faire ça, c'est vrai que passer par le politique, en fait, c'est mieux parce que vous pouvez faire pression. Si vous êtes là aux États-Unis, imaginez, ce n'est pas des centaines de milliers, c'est peut-être des millions de personnes qui vont réagir par rapport à ce site. Si des millions de personnes réagissent pour la déclassification, obligatoirement, le député, enfin le sénateur, le membre du Congrès, le politique va devoir, et c'est son rôle, va devoir passer à l'action pour la déclassification. Va devoir en fait poser la question au Congrès et puis en même temps solliciter le Pentagone pour la déclassification. Voilà, on va passer tout de suite. Alors j'ai mis tout de suite le site là à une autre information. Il s'agit donc l'information de Douglas Johnson, dispositions liées à l'UAP actuellement à l'étude au Congrès. Alors voici ceci tout à fait intéressant. Ça a été publié le 3 septembre. Donc alors qu'est-ce que c'est ? C'est toutes les mesures qui sont à l'étude au Congrès actuellement. Donc vous avez les mesures approuvées par le Sénat, vous avez les mesures en attente. Alors vous avez l'explication par article de toutes ces mesures et vous avez la possibilité de les télécharger. À vous de les traduire ensuite si vous voulez. Donc ça c'est vraiment absolument génial. Pourquoi ? Parce que ça nous donne toutes les dispositions relatives à la déclassification, à la demande de déclassification. Donc les rapports des services armés du Sénat sur le financement de la HARO, on a les mesures liées au phénomène aérien non conventionnel par la Chambre des représentants, donc voilà, avec la page concernant Tim Burchett. Nous avons la page approuvée, les pages approuvées. Donc les directives du rapport du comité des services armés au Sénat et de la Chambre sur les incursions aériennes. Nous avons des rapports, un rapport NDA de la NORAD. Voilà, on a vraiment, regardez ça, vous avez vraiment tout. En fait, ce qui est intéressant dans ce site-là, de Douglas Johnson, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous voyez toutes les étapes où comment en fait on pratique, comment là actuellement ils pratiquent pour pouvoir faire déclassifier en fait l'ensemble des documents. Donc la prochaine étape, alors là c'était pour le 3 septembre, hein, nous sommes le 7 à l'enregistrement, donc le Sénat revient d'une pause de 5 semaines, le 5 septembre 2023, et la Chambre des représentants s'est réunie à nouveau le 12 septembre, donc le 12 septembre, on n'y est pas encore, hein. Donc elle doit se réunir le 12 septembre au cours des mois d'automne des négociations non publiques. Non public, prolongés auront lieu principalement entre les membres des forces armées, du renseignement, comité des deux chambres. Alors, il y aura donc les forces armées, le renseignement, donc le Pentagone, les deux chambres des représentants, bipartites, donc républicains et puis démocrates, élaborant une version finale de la loi sur l'autorisation de la défense nationale. Alors là, il va y avoir une bataille. Ça va être quelque chose. Les membres de certains autres comités seront également impliqués dans les négociations sur les éléments spécifiques qui mettent en cause les compétences respectives. Par exemple, étant donné que la loi Schumer-Round, UAP Disclosure Act, adoptée par le Sénat, imposerait des tâches étendues à l'administration des archives et des archives nationales. Je m'attends à ce que les dirigeants de la commission sénatoriale de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales, ainsi que la commission de surveillance et de responsabilité de la Chambre, participent aux discussions sur cette composante. Donc il faut s'attendre à ce que les composantes du pouvoir exécutif fassent connaître leur point de vue. Et diverses dispositions aux principaux législateurs en cours de processus des commissions de la conférence. Cela inclut la Maison-Blanche, qui exprime parfois ses positions de manière publique, mais peut également choisir de communiquer avec les législateurs de manière moins visible, c'est-à-dire plutôt compartimentée. À l'issue de ces processus largement hors de vue, un comité de la conférence Chambre-Sénat approuverait le projet de loi final. Alors, si vous vous rappelez, on en a beaucoup parlé.
C'est cette fameuse loi sur la divulgation, cette loi de 64 pages qui va obliger, qui, si elle était votée, obligerait à la déclassification pratiquement totale. Mais j'ai un doute qu'il y aura une déclassification totale, ça va être une déclassification partielle. Pourquoi ? Parce que le document est quand même, il demande quand même pratiquement tout, quoi. En plus, je crois que oui, à l'intérieur, il y a en fait des paragraphes qui incluent les allégations de David Grosh. Donc récupération biologique, récupération matérielle, récupération de données sur l'ingénierie inverse, etc. Alors moi personnellement, je pense que ça sera partiel. Alors, ils vont pas tout garder, ça sera partiel. Ils vont être obligés d'en donner. C'est ça que je voulais dire. Et ça, je l'avais dit déjà depuis le début. Ils vont être obligés d'en donner. Alors, est-ce qu'ils vont donner un os à ronger ? Je ne sais pas. Mais ils vont être obligés d'en donner parce que, en fait, si vous voulez, les services de renseignement, le Pentagone est coincé. Pourquoi ? Parce que c'est une réunion bipartite. Donc, avec les... Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit politique cette fois-ci. Donc il s'agit en fait des membres, comme je disais, des républicains, des démocrates. Et donc la problématique qui va se poser par rapport à ces services, c'est qu'ils vont avoir affaire à une puissance politique des deux bords. Donc à un moment, il va falloir donner. Sachant qu'il y a des sous-commissions sénatoriales concernant les crédits accordés pour la recherche, je disais, pour la recherche militaire, pour les renseignements. Il va falloir qu'ils fassent très attention à ça, parce que les politiques, justement, ont un œil actuellement dessus. Il y a pas mal de choses qui ont été dites, en plus, apparemment, sur le détournement de fonds, concernant une sénatrice, qui, justement, en parlait encore récemment. Donc, il va falloir, à mon avis, ils vont en lâcher. Ils vont en lâcher, mais il ne faut pas vous attendre à de l'extraordinaire, à du fantastique et à de l'incroyable, mais ils vont être obligés de lâcher pas mal de choses. Donc, est-ce qu'on aura, en 2024, l'application de cette loi, on aura des éléments... puisque de toute façon ils reconnaissent officiellement l'existence du phénomène. Est-ce qu'on aura encore un peu plus sur la nature du phénomène possible ? En tout cas, de toute façon, sur cette déclassification, on aura, j'espère, de toute façon, de la documentation, peut-être plus de photos et de vidéos, et ça concerne aussi les fameuses photos du Nimitz, les vidéos du Nimitz, qui normalement, logiquement, militairement, doivent être plus longues, parce que c'est une logique, hein, je le dis toujours, hein, c'est de A jusqu'à Z, on filme de A à Z quand on est militaire, donc en fait tout simplement ça paraît logique. Voilà, donc voilà pour cette dernière news. Alors je vous invite, je mettrai bien sûr le lien sur la description de la vidéo, parce que vous avez en fait tous les documents qui sont téléchargeables, c'est vraiment important. Et puis si vous voulez savoir comment que ça se passe, d'un point de vue structurel, d'un point de vue administratif, lisez l'article, absolument. Et vous serez, vous aurez en fait moins l'air, vous aurez moins d'arguments complotistes, on va dire, en lisant cet article, et puis voir aussi comment que ça se passe, comment en fait ça fonctionne aux États-Unis sur cette question. Hein, alors forcément, quand on voit ça, quand on voit ce qui se passe actuellement, c'est absolument énorme aux États-Unis. Et jamais, il y a encore quelques années, jamais j'aurais pensé qu'il y aurait eu tout ça, quoi. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, on attendra. Hein, on attendra. En attendant, il faut suivre ce site absolument, parce qu'il nous donne en fait énormément d'éléments importants sur le suivi de ce dossier. Donc, je vous le conseil. Voilà. Allez, on va passer à une autre news. Et il s'agit du Canada. Il s'agit donc de CTV News Canada. Donc, la note secrète pour Trudeau sur un objet non identifié abattu au Yukon. Alors, on va regarder tout de suite ça. C'est très récent. Ça date du 5 septembre 2023. Alors, il s'agit d'un objet qui a été abattu par les forces canadiennes, je crois. Alors, on va regarder ça tout de suite. Donc, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a reçu un note déclassifié. Alors, ça concerne une note déclassifiée. On va la voir juste après. Obtenu grâce à une demande d'accès à l'information. Le document fortement expurgé offre un aperçu de la façon dont le gouvernement canadien réagit sur l'objet non identifié qui a été détecté et
abattu sur le territoire du Yukon dans le nord du Canada, le 11 février. Selon la note secrète, elle est notée secrète. L'objet du Yukon était le 23e UAP suivi au-dessus de l'Amérique du Nord au cours des premières semaines 2023. Le NORAD numérote les objets sur une base séquentielle chaque année pour suivre chaque objet détecté qui n'est pas immédiatement identifié. Lors d'un contre-interrogatoire, la plupart des objets se révèlent inoffensifs et ne répondent pas au seuil d'un rapport ou d'un engagement plus élevé, explique le mémo. La fonction, la méthode, la propulsion et l'affiliation de l'objet numéro 23 à un état-nation reste non vérifiée pour l'instant. Donc après des décennies de déni et de rejet de la part des autorités américaines, le Pentagone et les législateurs américains enquêtent désormais sur ce qu'ils appellent des phénomènes. Donc ça on a vu avec l'ARO. Donc l'UAP 23 est l'un des 3 objets non identifiés abattus par les avions de combat au-dessus de l'Amérique du Nord plus tôt cette année immédiatement après l'abattage le 4 février d'un ballon espion chinois présumé. Sachant qu'on n'a pas récupéré, étonnamment, on n'a pas récupéré les éléments des ballons. D'accord. Apparemment, ils auraient été sur les lieux, mais on n'a toujours pas d'éléments là-dessus. Bien que les 3 objets n'aient pas été publiquement identifiés, c'est ce que je dis, justement, ils n'ont pas récupéré les éléments. Ils seraient tous beaucoup plus petits que les dispositifs de surveillance chinois apparents, de 200 pieds de haut. Le 16 février, le président américain Joe Biden a déclaré que les 3 objets mystérieux ne représentaient probablement aucune menace et étaient probablement des ballons privés ou de recherche. Transmis le 14 février, le mémorandum destiné au Premier ministre a été classé secret et destiné à une diffusion limitée. Il a été transmis en copie à la conseillère de la Sécurité nationale de Trudeau, Jody Thomas, et assigné par Janice Charette, qui était alors la puissante greffière du conseil privé. Donc voici les documents. Voilà, donc ça c'est la transmission. Unidentified Aerial Phenomenon UAP. Donc voilà pour l'instant ce qui a été transmis. On va voir après le document. Donc voici en fait le document qui a été expurgé. Regardez, il a été expurgé en fait d'une partie. Et il est considéré comme un document plus sensible que les autres par rapport au fait que le numéro 23 est considéré comme un phénomène aérien non conventionnel. Et non pas comme un ballon chinois. Voilà. Donc voici le document que vous pouvez télécharger. Je vous donnerai d'ailleurs le lien aussi, je mettrai le lien. Donc le bureau du Conseil privé du Canada, ou BCP, est une plaque tournante centralisée qui dirige la fonction publique du pays et est chargée de fournir un soutien non partisan au Premier ministre et au cabinet dans la prise de décision politique. Détecté dans l'après-midi du 11 février, l'objet Yukon a été abattu le même jour par un avion de combat F-22 à l'époque. Les autorités l'avaient décrit comme un ballon suspect de forme cylindrique. Ballon suspect de forme cylindrique. Un ballon cylindrique. D'accord. Alors, il existe des ballons cylindriques, ça c'est vrai. Étonnant quand même. En raison des conditions hivernales rigoureuses et du terrain montagneux éloigné, les efforts visant à récupérer les débris de l'objet du Yukon ont été annulés le 17 février. Ça, c'est ce que j'avais dit. Mais la plupart des objets n'ont pas été récupérés. Il faut savoir qu'ils ont abattu des objets, mais on n'a rien en fait. On n'a pas d'éléments sur la récupération des ballons. On va dire ça comme ça. On ne sait pas s'il constitue une menace armée ou dispose de capacités de collecte de renseignements, ajoute le mémo. La zone dans laquelle l'impact s'est produit est une route de migration connue du caribou, ce qui ouvre la possibilité d'une découverte accidentelle future par les chasseurs autochtones. Bah oui, s'il y a des chasseurs dans le coin, ils vont peut-être tomber sur quelque chose. De nombreuses suppressions ont été apportées à la note. Ça c'est normal. Sûrement ça c'est logique. Qui concerne la sécurité nationale et la confidentialité du cabinet. Le document déclassifié a été fourni à CTV News par un chercheur civil qui a souhaité rester anonyme. CTV News a vérifié l'authenticité du document en déposant une nouvelle demande d'information auprès du bureau du conseil privé. Le BCP et le cabinet du Premier ministre n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Donc c'est un bon document. Dans une déclaration, CTV News, le ministère de la Défense nationale du Canada n'a pas divulgué combien d'autres objets non identifiés ont été détectés au-dessus de l'Amérique du Nord dans la vague d'incidents de février. S'il s'agit, c'est vrai, une vague d'incidents en fait. Il y a eu une vague d'incidents, ça a duré plusieurs semaines. Après l'identification du plus grand ballon de surveillance à haute altitude, le NORAD a ajusté nos capacités de détection pour nous donner une meilleure fidélité dans l'observation d'objets plus petits et plus lents, a déclaré un porte-parole de la défense canadienne. Chaque événement est unique et la réponse du NORAD est déterminée au cas par cas.
Abréviation du North American Aerospace Defense Command, NORAD, est un groupe de conjoints donc défense, un conjoint canado-américain, chargé de protéger le continent contre les attaques imminentes. Ian Boll, professeur de génie aérospatial et directeur du Centre pour les initiatives de sécurité nationale à l'Université du Colorado, affirme que la note montre comment les éléments canadiens et américains du NORAD travaillent ensemble efficacement, sans égard aux frontières nationales. Ça, c'est vrai. Cela semble indiquer un faible niveau de compréhension de l'objet en termes de capacité et de fonction. Dans des circonstances normales, on aimerait penser que la décision de l'abattre ne serait prise qu'après une évaluation approfondie du danger qu'il représente sur la base de toutes les informations disponibles. C'est ça qui m'étonne. C'est abattre un objet alors qu'au départ, il faut l'identifier. Alors, est-ce qu'ils l'ont identifié et considéraient que c'était une menace ? Parce que lorsque vous détruisez un objet, vous considérez que c'est une menace. Ou alors, à ce moment-là, l'objet n'a pas répondu. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu une interception radio avec l'objet. Peut-être qu'on lui a dit de se poser, je ne sais pas. Il a refusé de se poser, il a été abattu. Pourquoi ? Parce qu'il est rentré, en fait, tout simplement, dans une zone sécurisée, dans une zone protégée. Voilà ce qu'on appelle les frontières aériennes. Donc, il est possible qu'il ait été abattu pour ça. Ou il était possible aussi que c'était effectivement un ballon, mais un ballon un peu différent, et puis ils se sont peut-être rendus compte que c'était un ballon étranger. Mais étonnamment, c'est pas un ballon chinois. C'est ça qu'il faut voir, c'est quelque chose de cylindrique. Nous sommes passés de quelques jours fous au cours desquels 4 objets ont été abattus, à rien au cours des 6 mois qui ont suivi, a déclaré Boyd. Il sera intéressant de savoir quels changements dans les procédures, le cas échéant, ont été entrepris par le NORAD et d'autres organisations chargées de protéger le Canada et les États-Unis. L'armée canadienne déclare régulièrement qu'elle n'enquête généralement pas sur les observations de phénomènes inconnus ou inexpliqués en dehors du contexte d'enquête sur les menaces crédibles, des menaces potentielles ou une détresse potentielle dans le cas de recherche et de sauvetage. CTV News a découvert au moins 4 incidents qui répondaient apparemment à ces critères. Entre 2016 et 2020, des responsables de la défense canadienne ont également assisté à des réunions avec les enquêteurs de l'UAP, du Pentagone. Tiens, un document relève que les premières études canadiennes connues sur les ovnis depuis près de 30 ans est en cours. Une base de données fédérale sur les incidents aéronautiques montre que des rapports de lumière et d'objets inhabituels dans l'espace aérien canadien sont déposés depuis des décennies par des policiers, des soldats, des contrôleurs aériens et des pilotes de vol médicaux, militaires, cargo, passagers exploités, de la WestJet, d'Air Canada Express, de Porter, de compagnies aériennes, de Delta, etc. et plus encore. Transport Canada, qui exploite les bases de données, ne donne généralement pas non plus de suite à de tels rapports. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les transports canadiens. En mars, CTV News a révélé que le plus grand scientifique du gouvernement fédéral avait lancé la première étude officielle canadienne sur les pans depuis près de 3 décennies, connue sous le nom de projet Sky Canada. L'effort du bureau de conseiller scientifique en chef du Canada cherche à comprendre comment les rapports UAP sont gérés au Canada et à recommander des améliorations. Une nouvelle page web du projet Sky Canada promet un rapport public final en 2024. Et ben voilà, là ça va être intéressant. On va avoir donc une page web avec un rapport public qui va vers le public. On verra de quelle manière il est tourné. En tout cas, ça a l'air d'être bien sérieux tout ça. Est-ce qu'on aura des éléments inexpliqués comme là ça a été expliqué? Probablement. Peut-être un rapport public final en 2024, mais peut-être aussi de la déclassification encore une fois. Alors, on voit que par rapport à ce fait, on voit tout ce qui a été, on voit là, donc c'est pas vieux. Regardez, il y a même les dates. On voit à quel point la chose est très, très au sérieux, mais on voit aussi qu'il ne comprend pas ce que c'est. C'est ça que je veux insister, ils ne comprennent pas ce que c'est. Là, par exemple, il est déclaré comme phénomène aérien non conventionnel qui est tombé. Mais donc, ils ne savent pas véritablement ce qui est tombé. Et ça, c'est intéressant de souligner. C'est très intéressant de souligner. Donc, le Canada s'ouvre aussi par rapport à ces faits assez récents. Donc, il s'ouvre justement donc à la déclassification aussi, mais aussi au fait... alors,
on connaît on connaît en fait le document parce que c'est un chercheur apparemment indépendant qui a donné le document et il a pu être authentifié, même s'ils n'ont pas donné de réponse, mais en tout cas le document, en vérifiant le document, il semble en tout cas parfaitement authentique, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Et on voit qu'en fait tout simplement qu'il y a tout un travail en fait gouvernemental sur la question. C'est totalement incroyable de voir ça. Donc on espère que leur projet aboutira. On attend le projet Sky, on attend en 2024. Là aussi en 2024 c'est étonnant parce que 2024 ça rejoint la loi sur la déclassification donc des documents du Pentagone, de l'armée américaine. Et 2024, ça coïncide avec le rapport du projet du Sky, le rapport Sky qui doit en fait avoir obligatoirement une conclusion. Hein. Alors d'après en tout cas ce qu'on peut lire, ça sera une conclusion normalement non conventionnelle, donc qui nécessitera peut-être des initiatives futures, des initiatives scientifiques, de recherche scientifique sur des faits non conventionnels avérés. Voilà donc pour ces dernières informations, ces dernières news. Alors ça faisait beaucoup à lire, c'est vrai, ça faisait beaucoup à lire, mais j'avais pas le choix, sachant que je vous ai pas donné toutes les informations que j'ai encore 4 autres informations qui suivent juste derrière, donc je pouvais pas faire non plus. On est déjà sur une très grosse news, j'ai beaucoup parlé, donc je vais essayer la prochaine fois d'écourter, mais ça va être difficile parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses qui arrivent qui n'arrêtent pas d'arriver en ce moment. Donc j'essaierai de compartimenter tout ça et puis de refaire aussi une autre UAP News dans très peu de temps. Voilà, donc suivez bien sûr les informations. Merci encore à tous. Allez, ciao, bye.